3,3 tonnes de cocaïne saisies sur un bateau de luxe au large des Canaries, l'aboutissement d'une enquête franco-espagnole, une saisie record qui porte un coup au trafic de la drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. Une bactérie particulièrement dangereuse a entraîné la mort de 14 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais. Une personne aurait été touchée à Paris. Une épidémie préoccupante, les infections nosocomiales sont une des plaies des hôpitaux. Les universités d'été avec les militants de l'UMP réunis à Marseille. Dominique de Villepin a tenu un discours fédérateur ou presque. À la Grande Motte pour la rentrée de l'UDF, François Bayrou accueillait un invité inédit, l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard. Enfin, l'université d'été du Front National qui se poursuit à Avignon, Jean-Marie Le Pen est l'invité de ce journal. À 3 jours de la rentrée scolaire, 884 000 profs ont repris le chemin de l'école dès aujourd'hui. Parmi les nouveautés, des enseignants supplémentaires dans 249 collèges de ZEP classés ambition réussite. Enfin, la Mostra de Venise avec hors concours, la projection de quelques jours en septembre avec Juliette Binoche. Une histoire d'espionnage qui se situe quelques jours avant le 11 septembre 2001. Madame, monsieur, bonsoir. On commence ce journal par ce coup de filet en pleine mer. Une saisie record de drogue, 3,3 tonnes de cocaïne d'une grande pureté, était transportée par un voilier au large des Canaries. Il a été arraisonné et cette opération conjointe des forces françaises et espagnoles aboutit au démantèlement d'un important réseau entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Amaury Guibert, Rémi Poissonnier. Amarré au quai de Las Palmas aux Canaries, le Spes Nostra est un luxueux voilier de 27 mètres dont voici le trésor. 3 324 sachets de cocaïne, 3 tonnes 300 au total pour une valeur de 200 millions d'euros environ. Une prise exceptionnelle au terme d'une enquête au long cours menée par les enquêteurs français et leurs collègues espagnols. Le voilier était pisté depuis le Venezuela. Après une courte escale à Antigua, direction l'Europe, mais au large des Canaries, le bateau est arraisonné le 27 août. Au moment où l'arraisonnement a été fait en mer, des interpellations ont été également faites en France et en Espagne sur les membres du réseau. Ce qui fait que, oui, nous avons du produit, mais nous avons également des personnes impliquées dans le réseau. Le skipper du bateau est le chef du réseau. C'est aussi une vieille connaissance des policiers. Alain Coellier est devenu une figure du banditisme en 1987. Il participe alors au rapt de la petite Mélodie, la fille de la chanteuse Chimera et du milliardaire Raymond Nakachian. Libéré en 97, il refait sa vie dans le sud de l'Espagne. Depuis quelques mois, il menait grand train, maison de luxe, voiture à 470 000 euros. Tout cela alerte les enquêteurs qui le pistent depuis fin 2005. Curieuse aussi sa société de croisière aux Antilles, idéale pour convoyer des bateaux chargés de drogue. Tout le réseau a donc pu être identifié, démantelé, mais cela aura un effet pervers sur le trafic de cocaïne. C'est la montée en puissance de réseaux intermédiaires, notamment par exemple des réseaux qui étaient autrefois spécialisés dans le cannabis, qui vont s'intéresser beaucoup plus à la cocaïne et qui vont faire des importations en flux tendu pour compenser les manques du marché. Car le trafic de stupéfiants a horreur du vide. Au moins 250 tonnes de cocaïne seraient importées par an en Europe pour satisfaire une demande toujours plus forte. Les autorités sanitaires sont préoccupées par l'apparition d'une bactérie mortelle dont nous vous parlions dès hier. Une épidémie qui concerne le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont les personnes âgées les plus fragiles qui sont touchées. 14 morts depuis le début de l'année. On le sait, les maladies nosocomiales sont une des plaies de l'hôpital, mais cette infection est plus grave que les autres. Reportage Nathalie Sapena, Bernie Mériot. Dans cette chambre, une malade à l'isolement. Pour lui rendre visite, c'est toute une procédure. Lavage des mains à l'entrée et à la sortie, blouse obligatoire. Cette petite blouse. Objectif, empêcher le staphylocoque doré qui infecte son ulcère à la jambe de se répandre dans l'hôpital. Il doit y avoir un médicament. C'est indispensable, efficace et la contrainte est vraiment... J'ai l'impression que vous le faites automatiquement. Tout est fait. Merci. Oui, c'est vrai. Non, c'est une habitude, c'est devenu un réflexe. Tout le monde qui entre ici se lave les mains et se lave en entrant et en repartant. Si cette patiente a été mise en isolement très vite, c'est parce qu'elle a subi des analyses dès son arrivée à l'hôpital. Une précaution qui concerne tous les nouveaux entrants susceptibles d'être infectés par des germes contagieux. Il y a deux types de germes. Le premier groupe, c'est plutôt les germes très virulents qui peuvent tuer des patients. Et le deuxième groupe, ce sont des germes qui sont résistants aux antibiotiques.
Des vérifications encore exceptionnelles dans les hôpitaux français. Et les maladies nosocomiales restent très fréquentes. Elles frappent 7% des patients hospitalisés, soit 700 000 personnes par an, et font entre 4 000 et 8 000 décès. On peut faire baisser la transmission des maladies nosocomiales, absolument, puisque actuellement on estime que 40% des infections contractées en France sont évitables. Quant à la bactérie Clostridium difficile, qui a fait 14 morts dans le Nord-Pas-de-Calais, elle continue d'inquiéter et menace de s'étendre. Un décès à Paris pourrait lui être imputé. Ce vendredi marque la rentrée des profs 3 jours avant leurs élèves. Au total, 884 000 enseignants qui se sont retrouvés depuis ce matin. Au programme de nouveaux dispositifs qui vont entrer en application, comme ces équipes Ambition Réussite dans 249 collèges sensibles. Il s'agit en fait de soutenir le travail des élèves ou de servir de médiateur. Reportage Julia Delage, Patrice Brugère. Super prof, c'est parfois son surnom. Lui opte pour la version officielle, professeur référent. En tout cas ce matin, Marc Guyot est comme tout le monde. Pour lui et pour tous ses collègues, c'est la rentrée. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce collège, donc nouvellement labellisé Ambition Réussite. Grâce à ce label, la principale a engagé 4 professeurs référents. Leur mission, organiser le soutien des élèves en difficulté dans toutes les matières et donner, si besoin, un coup de main aux collègues. Le terme de prof référent est peut-être un petit peu ambigu. On sera surtout coordinateur en fait, d'action visant à une réussite éducative améliorée en fait. J'adore enseigner, mais le fait de devoir voir autre chose du métier d'enseignant, avoir plus un côté relationnel, je trouvais ça très intéressant. Autre objectif des 1000 nouvelles recrues de l'éducation nationale, faire le lien entre école primaire et collège. C'est aussi pour ça que Marc a été engagé. L'an dernier, il était instituteur. Certes, c'était en CP, mais devant ses anciennes collègues, il affiche sérénité. Il est certain que je pourrais peut-être apporter un plus sur tout ce qui est apprentissage fondamentaux, tout ce qui est apprentissage de la lecture, réapprentissage de la lecture plutôt, et puis soutien aux élèves en difficulté. Classée en ZEP, l'ancienne école de Marc reçoit régulièrement des financements. Mais la réforme de cette année a modifié la carte des établissements sensibles. Alors ici, on s'inquiète. Ils vont donner beaucoup de moyens à cette super ZEP. Mais bon, donc il ne faudrait pas que, par exemple, nous, ils nous enlèvent le peu qu'on ait, par exemple. Ce serait vraiment dommage. De son côté, Marc promet de tenter l'impossible pour tous les élèves de son nouveau collège. Motivé, il fera le bilan dans un an, le temps de découvrir de nouveaux horizons. Les renforts français se préparent. C'est lundi que plusieurs centaines d'hommes partiront vers le Liban, dont ses troupes à Belfort. Il s'agit d'une 50aine d'hommes du 1er régiment d'artillerie qui accompliront une mission de surveillance grâce à cette nouvelle technologie utilisée pour la première fois à l'étranger. Reportage Christine Boss et Virginie Adot. Ils sont tous prêts à partir. 43 hommes du 1er régiment d'artillerie vont quitter Belfort pour le Liban. Avant le départ, passage en revue des troupes par le général, commandant la brigade. Vous devez être performant, vous devez être excellent dans votre métier. Mais ça, je n'ai aucun souci. Vous êtes entraîné, vous êtes formé pour ça. Des hommes expérimentés qui, pour la première fois, vont engager en opération extérieure 2 radars Cobra comme celui-ci. Ce matériel itinérant ultra-moderne permet de localiser en temps réel les pièces d'artillerie dans un rayon de 40 km. Il détectera les trajectoires d'où qu'elles viennent et c'est aussi une plus-value parce qu'il va permettre à la finule de réagir très rapidement en cas de problème. Il garantit une grande réactivité à la force. Ces spécialistes en détection radar sont déjà intervenus à Sarajevo ou en Côte d'Ivoire. Alors partir au Liban ne les inquiète pas outre mesure. Toutes les missions sont dangereuses. Donc oui, ça peut être une mission dangereuse, mais bon, tous les gens sont prêts, tous les gens sont motivés, donc il n'y a pas de problème, pas de souci. Parmi ces soldats aguerris, une jeune femme, Noël Caillou a 24 ans, est en charge de la maintenance du radar Cobra et s'apprête à partir pour sa première mission, 5 mois au Liban. Non, pour l'instant, je ne réussis pas. Sur place, je pense que ça va être impressionnant. Je pense que là-haut, ça va être vraiment impressionnant. C'est là où je vais vraiment réaliser là où je suis. Hommes et matériels embarqueront lundi à Toulon en direction du Liban.
Et en avant-poste déjà ces soldats du génie dont la tâche est de reconstruire les ponts et de rendre les grands axes de circulation accessibles. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Samassoula et Abdel Zouyesh. Le pont de Damour, le premier qu'il faut emprunter pour rejoindre le sud Liban en quittant Beyrouth. Bombardé au début de la guerre, c'est le premier que ces légionnaires français reconstruisent. Des tonnes de métal qu'il faut assembler. Ces soldats français travaillent sans relâche depuis 5 heures ce matin. Ils se donnent 6 jours pour rendre ce pont praticable. C'est de l'assemblage, c'est assez simple, mais c'est très physique. Ça demande beaucoup de force et surtout d'endurance, puisque chaque panneau fait 280 kg. Et nous en avons 188 à monter. Conçus après la Deuxième Guerre mondiale, ces ponts métalliques sont du provisoire solide. Ils peuvent durer 60 ans. Ces légionnaires sont sous commandement français, rien à voir avec la finule. La reconstruction de ces ouvrages s'effectue dans le cadre d'un accord bilatéral entre la France et le Liban. Il s'agit de rétablir une circulation fluide sur ce principal axe côtier reliant le nord au sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. C'est très utile d'abord et nous sommes vraiment très reconnaissants pour la France, pour ce qu'elle fait. Un axe routier indispensable à la reprise de l'activité économique au Liban. En un mois, ce détachement français du génie va reconstruire 6 ponts comme celui-ci, 6 sur les 77 détruits pendant les bombardements. Le Maroc annonce avoir déjoué un complot terroriste. Des extrémistes islamistes ont été arrêtés il y a un mois, apprend-on aujourd'hui. Ils comptaient prendre pour cible des sites touristiques, mais aussi des personnalités et des diplomates étrangers. Une affaire qui impliquerait des dizaines de personnes. À Casablanca, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Arnaud Miguet, Vivien Roussel. La panoplie du parfait terroriste. Armes, explosifs, matériel informatique exposé à la presse. Et un ministre qui très solennellement explique, traduit en direct, que les autorités de Rabat ont déjoué un vaste complot terroriste. Les membres de cette organisation avaient l'intention de perpétrer des attentats visant des établissements touristiques, des points sensibles, des intérêts étrangers. Elle comptait aussi assassiner plusieurs personnalités. Des personnalités, des intérêts stratégiques, mais surtout le tourisme. Le royaume chérifien a basé une grande partie de son développement sur cette richesse. Près de 2 millions de Français s'y rendent chaque année en vacances. Beaucoup ont aussi choisi de s'y installer pour y couler une paisible retraite. L'annonce du complot n'a été faite qu'hier, mais c'est le mois dernier que les terroristes s'apprêtaient à frapper. 52 personnes ont été arrêtées, des militaires, des femmes aussi, parmi elles 2 épouses de pilotes de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. À l'origine du complot, le groupe Ansar al-Mahdi dirigé par cet homme, Hassan El-Khattab, sorti de prison il y a un an. Ce n'est pas la première fois que Rabat annonce avoir déjoué un attentat, mais selon le ministre de l'Intérieur, celui-ci aurait été d'une ampleur supérieure à ceux de Casablanca. C'était en mai 2003. Les attentats terroristes visaient déjà des lieux touristiques. Ils avaient fait 45 morts et des centaines de blessés. Concernant l'Iran qui poursuit ses travaux d'enrichissement d'uranium, on retiendra cette prise de position de la Russie qui regrette que Téhéran n'ait pas renoncé, comme le lui demandait le Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou qui pourtant réaffirme son opposition à toute sanction. En Iran, où un avion de ligne a pris feu à l'atterrissage dans le nord-est du pays, il y aurait 29 morts, 43 passagers hospitalisés. Le bilan a été revu à la baisse. D'après les premiers témoignages, c'est un pneu du train d'atterrissage qui aurait éclaté. Encore cet attentat raté ce matin contre la synagogue de Bastia, c'est la seule synagogue de l'île. L'engin n'a pas explosé à cause du détonateur. Aucune revendication pour l'instant. Anouk Burel. La bombe artisanale était déposée au pied de cette synagogue, la seule de toute l'île de Beauté. Une petite bonbonne pleine de poudre noire reliée à un détonateur. La minuterie n'a pas fonctionné. Daniel Bunot est le premier à s'être rendu sur les lieux ce matin. Ça fait la 3e tentative. Les autres tentatives, on a brûlé des portes, des tailles. Et là, il n'y a rien qui a explosé. Baruch Hashem, comme on dit, béni soit l'Éternel. La tentative d'attentat n'est ni signée, ni revendiquée. La communauté juive est consternée. Elle s'interroge sur les motifs de ce geste. Il a été condamné de toutes parts. À prendre le journal local, il n'y a pas de jour où on entend parler d'une explosion quelque part, un pétard ailleurs, etc., etc. Je ne veux pas en ajouter plus.
La synagogue de Bastia avait déjà été profanée en 1998. La section antiterroriste du parquet de Paris est chargée de l'enquête. Les investigations se poursuivent ce soir. Le clip d'un groupe de rap à Nantes fait grincer des dents. Les jeunes bénéficiaient d'une subvention de la ville. Ils ont fait une vidéo dans laquelle sont tenus des propos insultants envers la police. Jacques Deveau. 44 comme le col, 44 jusqu'au froc. Armes, drogue, argent, grosses voitures. On retrouve dans ce clip des thèmes parfois utilisés par certains rappeurs. Mais ici, tout a été filmé dans la rue sans autorisation, y compris un rodéo à moto qui a provoqué l'intervention de la police et un début d'émeute. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est si on a provoqué sciemment l'intervention de la police pour figurer sur le clip, en quelque sorte, ou pas, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est retrouvés, malgré nous, en quelque sorte, ce jour-là, un petit peu les acteurs du clip. Le clip a provoqué la colère des policiers nantais. Ils dénoncent les propos agressifs tenus à leur encontre et l'apologie de la violence qui découle des images. On voit de la drogue, on voit un mineur qui a beaucoup d'argent sur lui en espèces, à côté de son père. C'est très surprenant et c'est très grave de voir cela. Et l'image que l'on diffuse, qui est diffusée sur le net, peut porter atteinte à beaucoup de choses, et notamment pour le jeune public. La plus embarrassée dans l'affaire est sans doute la ville de Nantes qui a financé le projet. Dans un communiqué, elle précise qu'à la lecture du script, elle a retiré son accord et que le clip a été tourné sans autorisation. Quant aux rappeurs, ils tentent de calmer le jeu et regrettent que la mairie n'ait pas accompagné leur projet. Il ne faut pas retenir le côté néfaste de la vidéo. Je pense que c'est une erreur de la mairie de Nantes et puis moi j'ai vraiment voulu mettre la vidéo dessus pour leur montrer qu'ils auraient dû nous suivre. Aujourd'hui, le parquet a ouvert une enquête. Il l'a confiée à la police judiciaire qui doit désormais déterminer si des scènes et des propos sont passibles de poursuites judiciaires. Politique avec le début de l'université d'été de l'UMP à Marseille devant des milliers de jeunes. Dominique de Villepin a appelé au rassemblement pour les élections de 2007. Un discours fédérateur ou presque. Sur place, Michael Darmon, Mathieu Virden. On ne peut pas accueillir le Premier ministre. Déjà t'attendais là-bas, tu vas sauter. C'est moi qui saute là. Jean-Claude Gaudin donne le ton du rassemblement de l'UMP à la Marseillaise, c'est-à-dire dans une bousculade ininterrompue. Et voilà, Dominique de Villepin cherchant à se frayer un chemin aux universités d'été de l'UMP entre caméras et supporters. Et dans la cohue, Nicolas Sarkozy tente avec difficulté d'aller vers lui. Un peu à l'image au fond de leur relation. Ce sont ces liens d'ailleurs que Dominique de Villepin choisit d'évoquer dans un discours officiellement dédié à l'Union, mais avec des mots à double sens. Nicolas, vous êtes un ministre d'État énergique, volontaire, courageux, engagé dans le combat de la sécurité. Je suis ce soir devant vous, avec Nicolas Sarkozy. Et j'en suis heureux. J'en suis heureux parce que nous partageons une même ambition. Après s'être adressé au ministre de l'Intérieur plus qu'au candidat à la présidentielle, Dominique de Villepin énonce le bon principe du jour. Nous connaissons le prix de la division. Nous connaissons le prix des affrontements. Et nous l'avons payé cher. Et pourtant, les sarkozystes savent que Dominique de Villepin n'a pas renoncé à ses ambitions pour 2007. Dominique de Villepin est l'un de ceux, sans doute à mes yeux plus que d'autres, mais qui peut effectivement se présenter parce qu'il a à la fois l'expérience. Je pense qu'il faut s'unir aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy et approfondir notre projet. Unis, mais chacun de son côté, à Marseille, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy se mettent en ordre de bataille pour 2007. C'est à la grande mode que l'UDF a choisi de faire sa rentrée politique avec aujourd'hui un invité inédit, le socialiste Michel Rocard. François Bayrou qui veut en finir avec les clivages traditionnels, souhaitant réunir autour de lui des sensibilités différentes. Émilie Lançon, Frédéric Basile. On se croirait à un meeting socialiste. L'université d'été des jeunes de l'UDF. Bienvenue à l'UDF. François Bayrou a invité ses amis de gauche et de droite pour débattre. Michel Rocard ne s'est pas rendu à l'université d'été du PS de La Rochelle la semaine dernière, mais c'est sans état d'âme qu'il est venu aujourd'hui à la Grande Motte, chez les centristes. Moi je suis un social-démocrate de dialogue. J'aime pas les guerres civiles,
Quand il y a des fossés, j'ai plutôt envie de sauter par-dessus ou de mettre des ponts. Et c'est parce que vous m'avez invité que je suis là. Mais pour l'ancien Premier ministre, sa famille reste socialiste. Et je suis pas sûr que j'ai avec toi autant que je sais avoir en commun avec Ségolène Royal, c'est vrai. Et le jeu des rencontres improbables continue avec cette fois Michel Barnier, ancien ministre des Affaires étrangères UMP, venu lui aussi échanger. Est-ce qu'on peut dans ce pays avoir un débat démocratique, simple, serein, sans sectarisme? Pour François Bayrou, la réponse est oui, et il invite à le rejoindre pour 2007 tous ceux qui partagent ses idées, quelles que soient leurs étiquettes. Qu'ils viennent et que chacun conserve ses armes et ses bagages et la fierté qu'il a d'être ce qu'il est. Et c'est cela qui est révolutionnaire. François Bayrou dit vouloir dynamiter des frontières politiques qui n'ont plus de sens. Dans le même temps, il sait aussi prendre ses distances lorsqu'il n'est pas d'accord. Il vient ainsi d'annoncer qu'il ne voterait pas le projet de fusion Suez-GDF de Dominique de Villepin. On passe à l'université d'été du Front National, à Avignon, autour des cadres du parti. Jean-Marie Le Pen se dit convaincu d'accéder au second tour, comme en 2002. Le patron du Front National pronostique un duel Le Pen-Jospin en 2007. C'est dimanche qu'il prononcera son discours de clôture à l'occasion de la fête régionale des tricolores. Et en duplex d'Avignon, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée politique avec la campagne à l'horizon, apparemment en pleine forme et optimiste? Oui, plein d'ardeur en tout cas, parce que j'étais hier avec l'UDT de la jeunesse, des jeunes du Front, aujourd'hui avec l'université d'été du Front National et des élus, et je serai dimanche à Saint-Martin-de-Crau, à côté d'Arles, un grand meeting de début en quelque sorte de saison, et puis je serai lundi à Toulon, mardi à Strasbourg, vous voyez, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. On pourra vous suivre. Alors, question concrète, où en êtes-vous des 500 signatures nécessaires à votre candidature? Est-ce que vous êtes en passe de les avoir à l'heure qu'il est? Oui, écoutez, il y a eu un petit arrêt là, pendant la période où les Français s'arrêtent de vivre pendant les 2 mois d'été, mais ça va reprendre maintenant et je crois que nous avons de bons espoirs de remplir les obligations qui nous sont imparties. Et il faut bien dire qu'ils sont beaucoup plus pénibles pour nous que pour les grands partis qui ont beaucoup d'élus, beaucoup de maires, conseillers généraux ou autres. Mais nous allons y arriver. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que pour tout le monde et pour vous en particulier, la collecte des signatures est difficile? Ben parce que nous ne sommes pas un grand parti implanté dans le terrain, si vous voulez, départemental ou municipal ou autre. Par conséquent, c'est plus difficile pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fait, je crois. Alors, vous avez lancé un appel à l'union patriotique. Où en êtes-vous avec Bruno Maigret? Est-ce que vous lui pardonnez? Non, mais Bruno Maigret n'est qu'un des éléments parmi tant d'autres. Je ne vois pas pourquoi on se focalise sur lui, peut-être parce que ça me sera un peu plus difficile éventuellement de l'accepter dans une union patriotique. Mais ça s'adresse à beaucoup de milliers de gens qui partagent nos convictions sans être dans des partis politiques ou des formations ordinaires. Par conséquent, que ce soit des journalistes, que ce soit des sportifs, ou bref, des gens de la société civile, eh bien nous appelons tous les gens, tous les patriotes, à s'unir pour cette bataille électorale où le patriotisme sera au centre de l'option. Mais on reste quand même sur Bruno Maigret. Il y a Rabi Boccia, je crois, on a un peu du mal à s'y retrouver. Vous ne voulez pas le rencontrer, non, mais tout de même... Je ne vois pas pourquoi. Mais je ne vois pas pourquoi vous vous centrez sur Bruno Maigret, qui aux dernières élections a eu 1% des voix, alors que j'en ai fait beaucoup plus. C'était un de vos lieutenants. N'est pas là, voyez-vous. C'était un de vos lieutenants. Il y a bientôt 10 ans. Bon, c'est que le temps a passé, et pour lui comme pour moi, et je crois que ce qui est important, c'est l'avenir. Et pour l'avenir, tous les Français, sans exception, d'où qu'ils viennent, sont acceptés dans la bataille pour la France. Lui comme un autre, pas plus ni moins. Parlons justement de 2007, vous parlez d'avenir. Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il ne voit pas de risque du Front National. Il déclare que depuis 4 ans, il a rendu inutile le Front National. Que lui répondez-vous? Ben oui, depuis 4 ans, M. Sarkozy s'est fait écraser dans le référendum sur l'Europe. Ils ont perdu 20 régions sur 22 aux élections régionales. En effet, si j'étais Sarkozy, je me ferais un certain souci. Quelle place Marine Le Pen, votre fille, occupe et occupera à vos côtés dans les mois à venir? Est-ce qu'on peut parler d'un tandem, d'un ticket Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen?
Il n'y a pas de ticket dans notre pays, et il n'y a pas de ticket familial. Mais il y a en revanche une organisation électorale dans laquelle le député Marine Le Pen prend sa place au niveau qui est le sien, très grosse responsabilité. Avec Bruno Gollnisch, il se partage en quelque sorte la direction de la campagne. Alors votre fille, précisément, puisqu'on en parle, elle affirme que Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, ce n'est qu'un changement de visage et qu'au fond, vous seul incarnez le renouvellement des idées de la politique. Mais vous qui êtes en politique depuis plus d'un demi-siècle, alors en quoi vous apportez cette nouvelle fraîcheur ? Eh bien écoutez, c'est une alternative. Et on sait maintenant, on commence à savoir en France que je ne partage ni les vues, ni les responsabilités des deux partis qui se sont partagés le pouvoir et qui ont la responsabilité de la situation désastreuse dans laquelle se trouve la France. Par conséquent, vraiment, je n'ai pas les mêmes idées, les mêmes analyses, les mêmes propositions qu'eux, et je crois que les Français auront intérêt à choisir entre les miennes et les leurs, qu'elles soient de droite ou de gauche, ce sont presque les mêmes. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu en direct à nos questions. Madame. Bonsoir. En matière de santé, sachez que l'assurance maladie appliquera à partir d'aujourd'hui un forfait de 18 € pour les actes pratiqués en hôpital et en clinique et qui dépassent les 91 € précisément. Les touristes étrangers reviennent à Paris. L'année 2006 est un bon cru et le bilan est positif. Les Français réputés pour leur mauvais accueil font de plus en plus d'efforts. Même certains chauffeurs de bus s'y mettent et parlent plusieurs langues. Christelle Marty, Tristan Lebras. Il file devant tous les grands monuments parisiens. C'est le bus le plus fréquenté par les touristes. Et surprise, en montant à bord. Malgré quelques hésitations, un léger accent français, le chauffeur est bilingue. Les touristes apprécient ce petit plus. C'est pas toujours facile de se retrouver dans un bus, alors c'est vraiment super de pouvoir parler anglais pour savoir par exemple à quel moment on descend. C'est plus facile comme ça, c'est moins de stress. À l'étranger, les gens ne font pas énormément d'efforts. Moi, je pense qu'ici, on en fait pas mal. On essaie de s'adapter, de renseigner du mieux possible qu'on peut. Et les efforts des Français question langues étrangères sont payants. La France est la première destination touristique mondiale. Paris recevra près de 16 millions de touristes cette année, 3% de plus qu'en 2005. Alors la réputation des Français qu'on dit grincheux et pas très aimable, une idée fausse ? Un peu hautain, c'est ça, mais j'ai pas l'impression, non. Les gens sont sympas, ils vous renseignent dans la rue, dans le métro. Ils sont vraiment sympas. Mais dans certains cafés parisiens. Même pour un verre d'eau ? Nous l'avions testé cet été, l'accueil plutôt froid des garçons de café à la vie longue, ça aussi, c'est une tradition bien française. La grande braderie de Lille ne commence officiellement que demain, mais déjà le grand déballage a commencé, une tendance qui se confirme. Il y a moins de particuliers qui vident leur grenier, mais davantage de brocanteurs. Frédéric Vian, Patrick Wurstam. Bon alors voilà, pour la préparation braderie, donc ici vous avez déjà à peu près 2 tonnes on va dire, ici. 2 tonnes, et ça n'est encore que le début. Dans cette brasserie du centre-ville de Lille, les munitions sont déjà prêtes pour la bataille qui commencera dès ce soir et se déroulera tout le week-end. Dans ce seul restaurant, plus de 6000 kilos de moules, d'oignons et de céleri passeront des frigos à la cuisine d'ici lundi pour composer le plat indispensable à tout bras d'eux qui se respectent. C'est la première fois que je viens, j'ai pris des moules à la bière, super, très bon. C'est bon. Les gens à la braderie réclament surtout des moules. Et nous on fait particulièrement la moule de Hollande, qui est en général la reine à la braderie. Et si officiellement la braderie proprement dite ne débute que demain après-midi, les affaires ont déjà commencé dans certains quartiers de la ville, transformés en boutiques d'antiquaires à ciel ouvert. Des exposants de plus en plus professionnels et qui viennent désormais de toute la France et même d'au-delà. Certains d'entre eux campent d'ailleurs sur place depuis plusieurs jours pour être sûrs de se réserver le meilleur emplacement. On vient d'Alsace. Et tout s'est plutôt bien passé. On a beaucoup d'amis à Lille. Ça fait plusieurs années qu'on vient, donc voilà, pas de soucis. On est là depuis mercredi. On est de Loison-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais. Et on vend de la bière. Et de la bière, il faudra sans doute en faire boire beaucoup à la clientèle pour espérer vendre certains articles un peu saugrenus, à moins bien sûr de fournir aussi
les cornichons de taille adéquate. Football avec demain le premier match de l'équipe de France face à la Géorgie pour les éliminatoires à l'Euro 2008. 2 mois après la finale de la Coupe du Monde, les Bleus sont arrivés aujourd'hui à Tbilissi, en dehors de Zidane et Barthès. Tous les finalistes sont là. Ils viennent de passer une semaine d'entraînement à Clairefontaine et se préparent à rencontrer l'Italie, les champions du monde en titre, mercredi prochain au Stade de France. Manuel Tissier, Frédéric Ban. Non, ils n'ont pas changé. 2 mois sans compétition et revoici la plupart des finalistes de la Coupe du Monde en route pour une nouvelle aventure. L'Euro 2008 commence demain en Géorgie. Lilian Thuram et surtout Claude Makélélé n'ont finalement pas pu faire valoir leur droit à la retraite. Zinedine Zidane, lui, est bien parti et même si son fantôme plane toujours sur Clairefontaine, d'autres joueurs sont prêts à prendre la suite. Maintenant, j'essaie de m'investir un peu plus dans le groupe, essayer un peu plus de parler, de donner un peu plus de conseils, de motiver un peu les joueurs, un peu de tout ça. Mais l'esprit de Berlin ne s'est pas envolé avec le capitaine Zidane. Il y a 15 jours en Bosnie, les Bleus ont eu un avant-goût de ce qui les attend demain dans le Caucase. Un match engagé contre une équipe surmotivée. La France n'a pas perdu les pédales et a fini par s'imposer 2-1. Mais à Tbilissi, le niveau de difficulté pourrait monter d'un cran. C'est le premier match pour eux contre le vice-champion du monde. C'est l'équipe de France avec tout ce que ça peut représenter depuis des années. On sait ce qui nous attend. C'est un coupe-gorge, on en est sûr. Les Bleus 2006 entament une campagne qualificative de 12 matchs dans le groupe le plus relevé du continent. Et la Géorgie est loin d'être l'adversaire le plus effrayant. Mercredi, Domenech et sa troupe retrouveront l'Italie au Stade de France. De quoi redonner à cette rentrée le parfum d'un été inoubliable. La finale des championnats du monde de basketball opposera dimanche l'Espagne à la Grèce. Les Grecs, champions d'Europe en titre, ont créé la surprise en battant les États-Unis 100-95. De leur côté, les Espagnols ont battu l'Argentine 75-74 après une fin de match à suspense. En tennis, André Agassi est toujours loin de la retraite, même s'il fait ses adieux à Flushing Meadows. L'Américain a passé 7 heures sur les courts en 2 matchs pour cette dernière ligne droite de sa carrière. À 36 ans, il a battu le Chypriote Marcos Baghdatis en 5-7. Il se qualifie pour le 3e tour devant un public tout acquis à sa cause. Julien Benedetto. Inoxydable, indémodable André Agassi. À 36 ans, le doyen du circuit n'est pas encore à la retraite. Cette nuit, le vétéran américain a signé un nouveau succès de légende pour son ultime tournoi devant 24 000 fans en transe. Vous savez, c'est maintenant que l'effort est terminé que mon corps a le plus mal. Je savais que je ne pouvais pas tenir plus de 3 ou 4 heures sur le court. Face à Agassi qui dispute son 61e tournoi du Grand Chelem, Marcos Baghdatis veut être le dernier à battre la légende vivante. Ce Chypriote de 21 ans venait tout juste de naître quand Agassi disputait son premier match professionnel. Les deux hommes se rendent coup pour coup dans une ambiance électrique. Agassi remporte les 2 premières manches. Baghdatis égalise à 2-7 partout. Le 5e set est d'une rare intensité. Ironie du sport, c'est le plus jeune qui craque physiquement. Perclus de crampes. Baghdatis s'incline 7-5 dans l'ultime manche. André Agassi est au 3e tour. Un délice pour l'Amérique, un supplice pour son dos douloureux qui tient encore le choc grâce à des injections de cortisone exceptionnellement autorisées pour Monsieur Agassi. Cinéma avec la Mostra de Venise, aujourd'hui projetée hors concours, quelques jours en septembre avec Juliette Binoche, une histoire d'espionnage qui se situe peu avant le 11 septembre 2001, un film de Santiago Amigo qui sort mercredi prochain sur les écrans. Marie-Jo Jouan, Olivier Robert. C'est la passion qui guide Juliette Binoche. La passion pour le cinéma engagé, de préférence. Les quelques jours en septembre de Santiago Amigorena à ses côtés la ramènent à Venise où le film a été tourné. Ça va? Un rire unique et une cote d'amour en Italie qui ne faiblit pas, même à 4 heures de l'après-midi sur le tapis rouge du palais du festival. C'est vraiment une grande et belle femme. Je la préfère 100 fois en blonde, sincèrement. Je ne sais pas très bien comment je suis dans la vie parce que je change sans arrêt, voyez-vous, c'est une recherche éternelle. Qui sommes-nous? À son palmarès, il lui manquait le rôle d'espionne, ce qu'elle est ici au début de septembre 2001, chargée de la protection des enfants d'un agent secret américain, détenant des informations capitales sur le 11 septembre.
j'ai eu la chance et la coïncidence de rencontrer un agent secret qui m'a aidé un petit peu à sentir ce que c'est être un peu brûlé de l'intérieur et d'être dans une situation un peu suicidaire finalement. Parce que les agents secrets sont entre la vie et la mort sans arrêt. Dans les prochains mois, la bourse américaine va chuter d'environ 25%. Quel type d'événement pourrait provoquer une telle chute? اغتيال رئيس الولايات المتحدة أو اندلاع حرب جديدة. Santiago Amigorena qualifie avec humour son film de tragédie d'espionnage. On pourrait parler de son approche politique de la tragédie du 11 septembre. Soit on pense qu'après le 11 septembre, le bien et le mal sont séparés, soit on pense que le 11 septembre est un événement politique à partir duquel il faut réfléchir pour comprendre le monde. Voilà une matière à réflexion et la preuve que la Mostra peut aussi faire la part belle au cinéma d'auteur et aux actrices inspirées. C'est génial, moi j'adore les histoires qui finissent bien. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, suivie du point route Valérie Maurice, 20h50 PJ. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.